Dans une ville du désert, un roi fumait le narguilé à l'ombre d'un tamaris, car il venait de prendre une décision importante. Il savourait la sensation d'être à sa place, près d'une fontaine qui sentait bon la menthe fraîche. C'était un homme de parole. Toujours calme, il ne manquait jamais une occasion de rire à plein poumon. Il mettait en œuvre une habile façon d'être loyal et astucieux dans le but de rendre son peuple heureux. Son épouse avait des cheveux bleus qui ondulaient comme un torrent dévale la montagne. Sa voix était une mélopée d'oiseaux qui s'envolent par-dessus une couverture végétale, tel un poumon de verdure. Le roi possédait un palais de taille modeste. Sa cour intérieure, qui servait de réception, était la plus élégante. Elle était dallée d'une mosaïque fine de turquoise d'Égypte. Les meubles et les moucharabis étaient sculptés dans des bois précieux. On pouvait s'asseoir confortablement dans les coussins colorés, ornementés de perles nacrées des mers du Sud, pour s'entretenir avec le roi de choses et d'autres. Dans cette ville du désert, les habitants avaient une vision claire de leur avenir et portaient des projets dans la même direction. Tout autour, il y avait des centaines de dromadaires en bonne santé qui attendaient de repartir avec les caravaniers vers des contrées lointaines pour faire le commerce des épices, de l'encens, de la soie, des oiseaux exotiques et des pierres précieuses. Au carrefour de pistes influentes, la ville prospérait. Un matin, le roi se rendit au bord d'un lac natronné pour réfléchir. Dans une barque en jonc, il regardait les canards s'envoler tranquillement en se laissant tanguer sur le lac, qui avait la forme d'un œil miroitant les dunes de sable à perte de vue. Soudain, à cause d'un éternuement, son embarcation chavira. Comme le roi ne savait pas nager, il sombra de par le fond, tête en bas. Vers la surface, entre ses pieds, il vit briller le rubis de sa bague qui flotta entre deux eaux avant de disparaître totalement. Dans son fort intérieur, une pensée s'imposa au roi. « J'ai gravi la plus haute marche, se dit-il. Maintenant, je vais redescendre. » En un éclair, un domestique qui savait nager vint le repêcher. Parvenu sur le rivage, le roi partit au galop sur son dromadaire pour avertir son épouse qu'une catastrophe allait survenir et qu'elle devait quitter la ville promptement. Elle partit avec un groupe d'enfants et une centaine d'hommes et de femmes qui serpentaient à la queue leu-leu vers l'horizon en transportant des malles, des coffres et des sacs de marchandises sur les dos de dromadaires. Ce long convoi partit en direction du silence dans le recueillement d'une oasis secrète à 1000 milles de toute civilisation. Juste après leur départ, à l'heure où le ciel embrase la terre, des hommes armés sortirent du désert pour assiéger la ville sous le commandement d'un chef qui était aussi rêche que les poils d'un âne. Ils emprisonnèrent le roi dans le plus haut donjon et en quelques heures, la peur régna. Bien vite, la misère s'installa dans les foyers. Dans la cellule du roi, il observait les araignées tarangules. Il était déjà prisonnier depuis plusieurs mois lorsqu'il découvrit qu'il était possible de mâcher ces araignées comme un chewing-gum. Le geôlier, qui lui apportait son bol de soupe une fois par jour, avait une bonhomie qui lui faisait plaisir à voir. Le roi avait remarqué que ce gentilhomme jouait au golotari, car les pions en graines de sphare de ce jeu tachent les mains de verre cuivré. Il lui proposa alors de jouer une partie en haut du grand donjon
où une petite lucarne permettait de propager un carré de lumière. En premier lieu, le gardien refusa, par crainte de subir une sanction de la part du nouveau roi qui était cupide, avare et revanchard. Mais au bout de quelques jours, il revint dans la cellule du roi avec des graines de sphare cachées dans sa poche pour jouer une partie de golotarie. Ensemble, ils tracèrent au sol les marques d'un damier dans le carré de lumière de la lucarne et jouèrent jusqu'aux heures où les choux sont aplatis. Chaque jour, le roi et le geôlier s'habituèrent ainsi à jouer ensemble et une amitié sincère se tissa entre les deux hommes. Le roi, qui était instruit, pédagogue et généreux, lui révéla quelques astuces pour surprendre ses adversaires. Un soir, la fête du pays se préparait. Le geôlier demanda au roi ce qui lui ferait plaisir pour améliorer son repas. Il s'exclama « Je rêve d'un rababa à la pistache, je ferai tout pour croquer dans mon gâteau préféré !» En entendant le roi s'exprimer ainsi avec spontanéité, le gardien piqua un fou rire et repartit bien vite en cachant ses dents dans son chèche avec la ferme intention d'acheter de ses propres économies le plus beau, le meilleur, le plus suave et onctueux de tous les rababas à la pistache. Lorsqu'il remonta les marches creusées par le temps vers la cellule du roi avec un délicieux rababa à la pistache posé sur un plateau d'argent avec un thé fumant, il le vit endormi sur sa paillasse mauve. Pour ne pas le déranger, il s'avança sur la pointe des pieds pour déposer le plateau à terre, près de son nez, en espérant que l'odeur le réveillerait agréablement. Quand les percussions de la fête traversèrent les murs jusqu'à monter jusqu'au plus haut donjon de la ville, le roi se réveilla. Devant son nez, il vit un rat qui mangeait son rababa à la pistache. Pendant que la ville festoyait, un sentiment de solitude lui fouetta le visage à la vitesse d'un faucon qui fend le ciel. Il cria pour chasser le rat, qui avait déjà presque tout dévoré. Dans son fort intérieur, une pensée s'imposa au roi. J'ai descendu la dernière marche, maintenant je ne peux que remonter. La nuit même, en regardant le plafond de sa cellule, il eut une idée claire de ce qu'il allait faire. Le lendemain matin, il frappa à la porte de sa cellule pour demander du papier et de quoi écrire. Puis, il demanda à son fidèle ami geôlier de quitter la ville pour apporter cette missive importante à sa femme. Dans ce message, d'amour plus sucré qu'une date, il lui disait qu'elle pouvait revenir. 3 jours après avoir vu son rababa à la pistache dévoré par un rat, le roi était affamé. Il attendait qu'un remplaçant geôlier vînt lui apporter une soupe. Quand enfin il entendit quelqu'un monter les escaliers, il se cacha derrière la porte pour l'assommer le plus doucement qu'il put avec le plateau d'argent. Il enfila ensuite les habits du nouveau gardien et prit son trousseau de clés. Il descendit, marche après marche, jusqu'à la porte grinçante. Dans les gonds de cette porte, il glissa de la chair de tarangule et s'échappa de couloir en couloir, de la forteresse jusqu'au sanctuaire, où là, il put s'emparer d'une corne de mouflon pour s'adresser à son peuple. Par l'ouverture d'une lucarne qui dominait la ville, il leur dit « Je suis votre roi. Demain matin, à l'aube, portez le chèche rouge de la guerre.
Vous me trouverez dans le courage de votre cœur. Lorsque l'épouse du roi franchit à nouveau la porte de la ville, avec le groupe d'enfants, une centaine d'hommes et de femmes, les habitants étaient en train de festoyer la victoire. Les ennemis s'étaient enfuis, avec pour seul bagage une déception rêche comme les poils d'un âne. Les cheveux bleus de l'épouse du roi ondulèrent à nouveau comme un torrent. Lorsqu'elle ouvrit les malles, les coffres et les sacs de marchandises pour distribuer des victuailles, des étoffes et des pierres précieuses à toutes les familles, il se libéra l'air du bon temps et une vitalité préservée. Ce sentiment de joie tranquille se propagea dans toute la ville comme un désir sucré de repartir du bon pied. Cette histoire m'a été racontée par Leïla, femme de désert. Je l'ai restituée de mémoire en gardant intacts les tournants du récit qui étaient les plus importants. Et j'ai simplement ajouté quelques détails imaginaires.